Claudie pour sa première chronique. Alors, deux petits mots quand même avant sur cette chronique importante, je crois, pour les Guadeloupéens. Mais écoute, merci à vous, merci aux ZCL, content de rejoindre la team ZCL News. Donc une chronique financement public, les clés. L'objectif, c'est de décoder ce labyrinthe administratif qui semble si inaccessible à la majorité des Guadeloupéens. On y revient dans un instant. Nous disons merci d'être avec nous. C'est votre première chronique. Alors, la question que je pose toujours quand un chroniqueur ou une chroniqueuse arrive pour la première fois, pourquoi cette chronique ? Alors, merci encore à nouveau d'être présente, très honorée. Alors cette chronique, je pense, c'est assez fondamental puisque ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'accompagne tout type de porteurs de projets, que ce soit privé, public, pour mobiliser donc ces financements publics, puisque moi-même j'ai été formée dans cette école et je constate qu'il y a un manque, c'est un terme que je vais reprendre beaucoup, à savoir aujourd'hui et dans les chroniques suivantes, il y a un manque d'orthodoxie. Ce qui pêche la plupart du temps, qui nous est revenu par les différents services instructeurs, quelles que soient les aides qui soient mobilisées, tant en région, département, collectivité, agglomération, c'est les dossiers incomplets, des cabis qui dépassent la date, etc. Donc un manque de connaissance de la chose technique de l'instruction et de la structuration des demandes. Donc je me suis dit qu'il faut aller en fait porter cette parole pour avoir plus de façonnage de dossiers bien montés, un dossier qui est bien monté, qui est bien ficelé, qui comprend ses pièces, permet une instruction facilitée. Oui, mais alors justement, un dossier bien monté, c'est le job de la spécialiste. Oui, alors en effet, il a la possibilité de faire appel à des consultants externes, n'est pas forcément le cas de tous et de toutes. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vraiment démocratiser, parce que quand on démarre un projet, porteur de projet, déjà on constitue son premier financement pour créer le capital de l'entreprise. Donc c'est vrai que faire le recours à des experts et des prestations extérieures, dans un premier temps, ça peut être impactant sur le budget. Donc la démarche qui a été de créer notamment AgroDeal Skills for Business, le centre de formation, c'est vraiment de former à la base, la grande base des porteurs de projets pour qu'ils puissent entrer et entamer ces projets avec les bonnes informations et surtout les bons réflexes. Justement, parce que précisément, on a le sentiment quand même que les gens ne savent même pas les financements qui existent. Tout à fait. Il y a en fait un défaut je voudrais dire, l'information elle est là, mais elle est pléthorique. Donc c'est vrai que faire un petit peu son cheminement au sein de ce labyrinthe, c'est vrai que c'est pas chose aisée. Mais il y a aussi à développer ce sentiment de curiosité. Quand on devient entrepreneur ou qu'on souhaite le devenir, on devient en fait un expert de son art. Et puis c'est un vrai métier. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde d'embrasser ce métier. Donc quand on fait ces classes, on intègre aussi la recherche des financements possibles. Comme on a ce réflexe immédiat d'aller solliciter un accompagnement bancaire, on doit comprendre aussi à quel moment, à quel niveau de maturité du projet ou de l'entreprise, on est prêt pour aller mobiliser du financement public, parce qu'il a ses règles. Alors, est-ce que ces aides-là sont réservées à une catégorie ou elles sont, entre guillemets, démocratiques ? Tout à fait. C'est ce qui est aussi assez méconnu, puisque la diversité des aides qui sont disponibles sur notre territoire est accessible aux entreprises, aux agriculteurs, aux institutions, bien sûr, aux associations, même aux surtout aux associations qui créent le lien social au sein de nos territoires, et aussi, dans certains cas, aux particuliers. Même aux particuliers. Tout à fait. Oui. J'imagine quand même que il y a un langage administratif particulier qui rend quelquefois complexe Tout à fait. de remplir les documents, le fameux millefeuille. Alors, c'est vrai que le financement public a son vocabulaire, sa langue étrangère. J'aime à dire souvent que devenir entrepreneur, c'est apprendre une langue étrangère, chiffre d'affaires, résultats, marge, etc. Pour le financement public, c'est la même chose. On doit comprendre, lire des appels à projets, répondre à des critères, pouvoir développer des projets à impact. Ça veut dire quoi ? À impact, c'est quoi ? Comment on évalue ? Donc, comment on monte un plan de financement, comment on fait la balance entre la source publique, la source privée, et comment il faut faire, à quel moment on fait cette balance. Donc c'est vrai que j'ai senti aussi l'importance de vulgariser de manière la plus pédagogue possible ce message. Et en fait, quand c'est explicité, c'est compliqué, c'est complexe, mais ce n'est pas compliqué. Oui. Alors, quelles sont les règles les plus, basiques ? Alors, j'oserais dire qu'on va avoir 3 règles d'or, véritablement. Donc, tout d'abord, il faut que le projet que vous portez soit clair. C'est-à-dire que vous devez pouvoir identifier le problème,
quelle est la solution que vous proposez et comment vous allez faire. Donc déjà bien identifier sur quel secteur d'activité, quel type de projet. Et j'aime à dire que ceux qui s'énoncent clairement se comprend donc aisément. Donc ça, c'est la première pierre angulaire, un projet qui soit clairement formulé. Enfin, bien identifié, c'est ça. Voilà, bien identifié. Alors, bien formulé, tout simplement, de façon très, pour un entrepreneur, par exemple. Ok, je veux lancer mon business, je veux déployer mes voitures à bokeh sur tout le territoire. Oui. Ok, pas de souci. Quel est le business model? Ok, oui, je veux. À quel moment la première voiture à bokeh sera rentable? Oui. D'accord. À quel moment, du coup, je vais me permettre de pouvoir investir sur la deuxième? Quel va être mon niveau de rentabilité, etc. Donc, ces questions qui permettent à l'entrepreneur de se projeter. Et ensuite, le plan de financement, on y arrive, puisque les financements publics, en général, se mettent tout de suite dans l'équation. Et c'est vrai que au final, ça reste quand même une erreur. Alors, je m'explique. Pour pouvoir émarger sur les financements, ce qui est très méconnu, c'est que les financements publics, ça arrive et interviennent en remboursement. Je parle des financements qui accompagnent des investissements, par exemple, comme les financements européens, ou accompagnent de la formation ou autre. Donc, les porteurs de projets qui vont émarger, même sur les aides régionales, doivent avoir cette capacité de prouver, non seulement au niveau du montage, leur capacité à cofinancer, parce qu'une subvention très rarement pour les personnes publiques, ça n'existe pas. Très, très rarement, dans des cas vraiment, et de moins en moins fréquents, vraiment moins fréquents, raréfaction des deniers publics, ça devient de plus compliqué. Donc, il faut de toute façon identifier qu'on est sur du cofinancement. Et ça se lit sur les différents financements sur lesquels on émarge. On a effectivement cette lecture et cette grille de lecture qui permet de comprendre comment. Et c'est là qu'on peut identifier quel est le cofinancement qu'on apporte. Sauf que, comme ce sont des financements qui viennent en remboursement, il faut intégrer que votre projet, il fait 100 €. J'espère obtenir 50% de subvention, soit 50 €. Sauf que pour que ces 50 € me soient versés, il faut que je dépense 100 €. Et à partir du moment où j'ai intégré la mécanique du dépensement des 100 €, je m'organise pour comprendre comment mon plan de financement peut se constituer à 100 €. Et ensuite, je viens taper à la porte des financements publics. Et la troisième règle d'or, quand même, c'est très important parce que quand on est très emballé, on a réussi, on a fait un super montage et on obtient le sésame, la convention, l'arrêté de subvention, etc. On s'emballe et on commence, si on a les sous d'avance, on dépense, etc. Et on oublie une chose très très importante, c'est que ces fonds sont évalués et sont tracés. Donc, on va aller au restaurant, on va aller prendre un billet d'avion, on va investir sur tel ou tel pelle pour tel ou tel investissement, et on oublie de garder la trace. Alors, c'est comme la comptabilité, sauf que c'est plus... Il faut une traçabilité. Il faut une traçabilité propre. Donc, ça veut dire qu'on a sa comptabilité quand on l'a, dans une entreprise, ou même en institution, on a la comptabilité publique. Mais par contre, il faut tracer une comptabilité qui est dupliquée, j'oserais dire, propre à chaque projet. Parce que quand vient le temps de l'évaluation, qui prend 1 an, 2 ans, 10 ans, voire 15 ans, j'ai eu le cas. Ah bon, 15 ans? Voilà, alors pas personnellement, j'en ai entendu parler, j'étais assez stupéfaite. Ça peut arriver 15 à 20 ans plus tard, il faut ces traces. Et donc, il faut aussi intégrer cette culture de la traçabilité documentaire et de l'archivage pour les factures et pour les dépenses et pour les preuves de dépenses, photos, etc., pour les porteurs de projets publics, privés, et pour les porteurs de projets publics, toute la traçabilité de la chaîne des acteurs du marché public. Donc, c'est vraiment très important d'avoir en tête ces 3 piliers. Il y a des astuces pour ça? Alors, l'astuce, c'est la curiosité, comme je disais tout à l'heure, et de bien comprendre et de se faire aider, bien sûr, que ce soit au niveau des différentes institutions, un peu comme ce qui a été exposé tout à l'heure par le partenaire de la CAF. Il y a en interne des personnes qui sont aussi mobilisées pour être à votre écoute, pour échanger, rencontrer les porteurs de projets. Ils n'ont pas forcément le temps pour pouvoir rédiger à votre place, mais en tout état de cause, ils vont vulgariser en tout cas les dispositifs qui, eux, ils gèrent, qui sont existants. Après, dans la chaîne d'acteurs, évidemment, il y a les porteurs privés comme nous qui pouvons accompagner effectivement à structurer, mais évidemment, on ne peut pas faire tous les projets qui existent. Donc, il faut bien apprendre aux gens et comprendre quels sont les critères de telle ou telle subvention et apprendre à lire. Ils sont tous disponibles effectivement sur Internet. Ensuite, il faut faire de la veille, c'est-à-dire que comme on courait son projet, on s'inspire de ce qui existe. Donc, on veut... il y a des sites particuliers pour ça? Alors, il y a le site sur les fonds européens. Donc, effectivement, il y a Europe en Guadeloupe, il y a aussi de la région. Tout le site des communes ou des agglomérations, ils ont une section aussi d'accompagnement des subventions. Il faut faire aussi la veille sur les appels d'offres. Alors, les appels d'offres, là, effectivement, ce sont des financements publics, mais liés, en fait, à une mission qui est confiée à des prestataires. Mais là, la subvention, elle est souvent aussi volontariste, puisque c'est lié à
un investissement propre aux porteurs de projets et aux bénéficiaires. Donc vraiment, cette veille, cette curiosité. Et enfin, il faut bien intégrer dès la conception du projet. Je parlais de traçabilité tout à l'heure, mais vraiment l'évaluation, se projeter dans le fait que de toutes les façons, c'est de l'argent public. Donc c'est de l'argent public, c'est le vote, c'est le mien, c'est celui de messieurs et dames, c'est de l'argent public. Donc il est tracé, il doit être tracé. Et donc en effet, on dit souvent que c'est de l'argent gratuit, mais il a un coût. Et son coût, c'est celui de la rigueur et de l'orthodoxie. Claudie, avant de partir, quand même, il y a quelque chose à dire pour une manifestation le 30 ? Oui, tout à fait. Donc, le 30, j'organise, pour ceux qui veulent aller plus loin, une formation en ligne sur l'échec TIC. On a prévu de booster un petit peu le thème. Ce sera booster vos projets avec les aides régionales. Non, pardon, ça c'est le 30. Pardon, c'est nous. C'est le prochain thème du ZCL. Pardon, c'est la première. Ce sera booster vos projets avec les aides régionales, ARIS, ARDA, ECHEC. Donc, ce sera à l'attention spécifiquement des auto-entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Et, il faut s'inscrire. Alors, non, c'est le thème du ZCL du 30 prochain. Et le premier, effectivement, il faut s'inscrire. Vous avez le site qui apparaît juste en bas, agrosile-formation.fr, pour pouvoir être formé pendant 2 heures sur l'accès au chèque TIC. Vous allez devenir un expert et on vous remet à la fin un petit guide pour pouvoir monter tout seul, comme un grand, comment on émarge sur le chèque TIC. Alors, il y a quelque chose qui va se passer le 25. Je pense que Iman doit en savoir autant que moi, autant que toi. Oui, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe le 25? Qu'est-ce qu'il y a le 25? Ah, le meet-up du ZCL, bien sûr. Ils sont déjà au courant, les gens sont déjà bloquer la date, n'est-ce pas? J'imagine bien. Donc, on va parler d'illettrisme parce que c'est le sujet actuel avec les JNAI, mais surtout pour ouvrir le champ et montrer les solutions et pouvoir créer du lien, voilà, autour de ça. Donc, il y aura Jessica Oublier qui est coordinatrice sur l'illettrisme et Manik Siartiteka qui sera vraiment, elles seront les deux, on va dire, chefs de file. Elle connaît bien Manik. Oui, je sais. Et donc on va pouvoir interagir, mais c'est ouvert à tous. L'idée, c'est faire venir les gens qui sont touchés par ce fléau et aussi les acteurs professionnels à avoir des solutions. Donc on vous invite le 25, donc au 2.0, c'est aux abîmes, entrée libre et gratuite, conso obligatoire par contre. Claudie, vous serez là? Bien sûr, bien sûr. Je fais partie de la team maintenant. Donc... Merci. En tout cas, merci pour cette première chronique. Merci beaucoup. Et la prochaine est déjà dans l'air? Tout à fait. Ce sera sur les aides régionales. Comment booster ces projets avec les aides régionales. Voilà, tout à fait. Arda, Aris et Chectic.